Vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail, votre licenciement n'est pas automatique. Bienvenue sur ma chaîne Droit du travail simplifié. Je suis Rui Barros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder les points essentiels, les points déterminants qu'un salarié doit absolument connaître, qu'il doit absolument maîtriser dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite comme toujours à vous abonner à notre page massivement et surtout à la partager pour que nous puissions toucher un maximum de personnes sur les vidéos que nous développons sur cette chaîne et dont l'objectif principal est de vous édifier sur vos droits et obligations en tant que salarié. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut préciser ce que c'est que l'inaptitude. En fait, l'inaptitude est souvent prononcée par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise d'un salarié. Donc, c'est à cette occasion que le médecin du travail constate que le salarié n'a plus les compétences, que son état de santé physique et mentale ne lui permet plus d'assumer ses fonctions au sein de l'entreprise pour laquelle il travaille. Alors, la première chose que le salarié doit justifier, vérifier effectivement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, c'est le constat effectivement de l'inaptitude. Cela signifie quoi? Il doit vérifier si la personne qui a signé l'avis d'inaptitude est effectivement habilitée à le faire. Est-ce que la personne qui a signé le médecin du travail, est-ce que ce médecin du travail a la compétence pour signer cet avis d'inaptitude? Là, ça, c'est la première des choses. Et si le salarié constate que ce n'est pas la personne habilitée, il doit notamment contester l'avis d'inaptitude. La deuxième chose que le salarié doit vérifier dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, c'est de vérifier effectivement l'origine de l'inaptitude. Est-ce que l'inaptitude a une origine professionnelle ou pas? Généralement, l'inaptitude qui a une origine professionnelle, elle est souvent liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Donc, dans ce cas, si l'inaptitude est déclarée par le médecin du travail, on pourra conclure que l'origine est professionnelle. Par contre, si c'est un accident simple, un arrêt maladie simple ou un accident de la vie courante, on pourra conclure que l'origine est non professionnelle, l'origine de l'inaptitude est non professionnelle. Alors, il faut savoir que dans l'avis d'inaptitude qui est généralement proposé, ou plutôt émis par le médecin du travail, il y a parfois des dispenses de reclassement. Cela signifie quoi? Le médecin du travail, il peut viser dans l'avis d'inaptitude deux mentions qui figurent effectivement dans cet avis-là. La première mention signifie que l'état de salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou encore tout maintien dans un emploi serait préjudiciable à l'état de santé du salarié. Donc, si le médecin du travail coche l'une de ces deux mentions-là, cela signifie que l'employeur il est dispensé de faire des recherches de reclassement. Mais si cette dispense n'est pas indiquée dans l'avis d'inaptitude, dans ce cas, l'employeur doit vérifier, faire au préalable ce qu'on appelle la recherche de reclassement. Donc, il doit vérifier au sein de l'entreprise ou au sein, n'est-ce pas, des entreprises du groupe, si l'entreprise fait partie d'un groupe, il doit vérifier si voilà, il y a un poste de travail disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail parce que très souvent, dans l'avis d'inaptitude, le médecin du travail fait un certain nombre de recommandations, un certain nombre de préconisations qui doit inspirer l'employeur à effectuer votre recherche de reclassement. Donc, si cela est fait, une fois que cela est fait et que l'employeur a identifié un poste de reclassement, il doit proposer ce poste de reclassement au salarié, donc à vous. Et si ce poste vous convient, effectivement, vous pouvez accepter le poste et l'inaptitude n'aura plus de raison d'être. Par contre, si l'employeur, n'est-ce pas, vous propose un poste qui ne vous convient pas, parce que parfois les employeurs font une recherche de reclassement de mauvaise foi, il peut vous proposer un poste qui n'est pas adapté aux préconisations du médecin du travail, il peut vous proposer un poste, voilà, parfois avec une rémunération inférieure que ce que vous touchiez avant. Dans ce cas, vous êtes en droit de refuser ce poste de reclassement, effectivement, parce que cette recherche de reclassement n'est pas loyale. Voilà. Et une fois qu'il a fait cette recherche de reclassement-là, il y a une étape aussi importante qu'il doit vérifier, ou plutôt que vous devez vérifier en tant que salarié, c'est la consultation du CSE. Alors, la consultation du CSE, elle est importante, elle est obligatoire dans deux cas. Le premier cas, c'est qu'effectivement, l'employeur, c'est une obligation déjà légale, hein, parce que lorsque voilà, l'inaptitude, ou plutôt la recherche de reclassement n'est pas obligatoire, l'employeur doit faire une recherche de reclassement, l'employeur doit plutôt consulter le CSE. C'est une étape importante dans la procédure de licenciement pour inaptitude. Il ne consulte pas le CSE uniquement lorsque voilà, l'avis d'inaptitude contient une dispense de reclassement pour les deux cas que j'ai évoqués plus haut. Par contre, si voilà, la dispense de reclassement n'est pas possible, dans ce cas, il est obligé de consulter le CSE si l'entreprise dispose d'un CSE dispose d'un CSE. Par contre, s'il n'y a pas de CSE, l'employeur peut faire abstraction de cette étape-là
et donc vous ne pouvez pas lui tenir rigueur par rapport à ça parce qu'effectivement, il n'y a pas de CSE au sein de l'entreprise. Maintenant, il faut savoir, voilà, il y a une autre étape importante que vous devez connaître, c'est quand est-ce que l'employeur est obligé de licencier. Alors, l'employeur est obligé de licencier dans plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que lorsque vous refusez, par exemple, le poste de reclassement qui vous est proposé, dans ce cas, l'employeur il n'a pas d'autre choix que de vous licencier et vous ne pourrez rien faire par rapport à ça. Le deuxième cas de figure pour lequel voilà, l'employeur est obligé de vous licencier, c'est lorsque, malgré les recherches de reclassement, il ne dispose pas d'un poste compatible, n'est-ce pas, au sein de l'entreprise par rapport aux préconisations que le médecin du travail a émis à votre rencontre. Dans ce cas, il est obligé de vous licencier. L'autre L'autre étape importante, n'est-ce pas, ou plutôt l'autre raison qui pousse obligatoirement l'employeur à vous licencier, c'est lorsqu'effectivement l'employeur, ou plutôt l'avis du médecin du travail, a prévu un cas de dispense de reclassement. Si l'employeur n'a pas l'obligation de reclasser, dans ce cas, il doit vous licencier parce que voilà, il y a un cas de dispense de reclassement. Si ces étapes-là sont non respectées, l'employeur il peut effectivement vous licencier pour inaptitude, mais cela ne vous oblige pas à ne pas l'attaquer. Voilà, vous êtes toujours libre effectivement de contester ce licenciement-là. Donc, une autre étape donc importante à savoir, c'est la procédure de licenciement proprement dit. Comment est-ce que cette procédure de licenciement se déroule? Alors, c'est une procédure de licenciement pour motif personnel. Donc, elle est liée à la personne même du salarié. Donc, l'employeur, c'est une procédure classique hein, que vous maîtrisez déjà. L'employé doit vous convoquer dans un premier temps un entretien préalable. Donc, il doit vous envoyer un courrier, soit en lettre recommandée, soit un courrier remis en main propre contre décharge. Il doit vous convoquer un entretien préalable en respectant un délai de 5 jours ouvrables entre la réception du courrier et l'entretien proprement dit. Donc, le but de l'entretien, vous le savez justement, est d'expliquer aux salariés les griefs ou plutôt les motifs qui le poussent à vous licencier. Et c'est aussi l'occasion pour le salarié de pouvoir justifier, de pouvoir voilà, apporter, n'est-ce pas, voilà, un contradictoire par rapport à ce que son employeur indique justement au cours de l'entretien. Donc, une fois que l'entretien est terminé, l'employeur il doit vous notifier votre licenciement. Donc, il doit vous notifier le licenciement après un délai de 2 jours ouvrables. Donc, si vous avez passé un entretien, voilà, aujourd'hui, il doit vous envoyer votre courrier de licenciement, voilà, à partir de mardi, à partir de mercredi, autant pour moi. Voilà, donc 2 jours ouvrables. Donc, une fois qu'il vous a envoyé le courrier de notification de licenciement, normalement, vous sortez des effectifs et votre contrat prend fin. Voilà, donc ça c'est la procédure classique de licenciement pour inaptitude. Mais il y a un point important que vous devez savoir aussi dans le cadre de cette procédure-là, c'est que lorsque vous êtes déclaré inapte, l'employeur il a normalement un délai d'1 mois pour vous licencier. Donc, à partir de l'avis d'inaptitude, hein, donc passé ce délai d'1 mois, l'employeur, s'il ne vous a pas licencié, il doit reprendre avec le paiement du salaire. Donc, vous pouvez effectivement lui demander de reprendre le paiement du salaire si vous avez constaté qu'après le délai d'1 mois, il ne vous a pas toujours voilà, licencié. Voilà, c'est un point important que beaucoup de salariés négligent dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et qui peut effectivement leur faire gagner beaucoup de sous. Parce qu'effectivement, lorsque voilà, vous n'avez pas été licencié dans les délais requis, voilà, vous êtes en droit de réclamer effectivement cette reprise de paiement de salaire-là. Voilà. Une autre étape importante, justement, c'est de vérifier hein, dans le cadre de cette procédure, quel est le montant des indemnités que votre employeur vous a versé. Très souvent, les salariés ne vérifient pas cette étape. C'est très important parce que très souvent, vos employeurs minorent, font mal le calcul des indemnités auxquelles vous avez droit. Alors ici, il faut savoir que le calcul des indemnités diffère selon le régime du licenciement pour inaptitude. Si votre licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle, le montant que vous allez percevoir ne sera pas le même montant que si votre licenciement est d'origine non professionnelle. Prenons le premier cas d'abord. Le premier cas, c'est celui du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Dans ce cas, vous aurez droit à une indemnité spéciale, une indemnité légale doublée. Donc, l'employeur doit, pour faire le calcul de l'indemnité, il doit calculer l'indemnité légale normalement et il doit multiplier par 2 pour verser, n'est-ce pas, votre indemnité. Donc, très souvent, c'est assez favorable pour le salarié parce que c'est une indemnité spéciale.
Donc, il y a deux calculs à faire. Le premier calcul, c'est de faire le calcul avec la formule légale. Et le deuxième calcul, c'est de faire le calcul avec la formule conventionnelle. Donc, vous devez vérifier votre convention collective et voir quelle est la formule de calcul. Et en fonction du montant que vous allez avoir, le plus important, c'est celui-là que vous devez normalement percevoir. Donc, ne vous limitez pas simplement à la formule légale parce que très souvent, il y a des conventions collectives qui ont des formules de calcul qui sont beaucoup plus avantageuses pour le salarié. Donc, faites ces deux calculs-là et en fonction du plus favorable, vous pourrez effectivement demander un reliquat ou bien le montant, la fraction supplémentaire que votre employeur ne vous a pas versé. Donc, il faut vérifier ce calcul correctement. Il y a une deuxième indemnité que vous devez percevoir dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. C'est l'indemnité compensatrice de préavis. Voilà, vous devez demander à votre employeur de verser votre indemnité compensatrice de préavis. Si vous avez un préavis, voilà, on va dire de 2 mois, normalement, il doit vous verser l'équivalent de 2 mois de salaire. Donc, c'est un point à vérifier que beaucoup de salariés ne vérifient pas toujours. Je vous invite donc, si vous êtes concerné par cette situation, à faire vos calculs et à vérifier que les montants que vous avez effectivement perçus sont les bons montants. Revenons aussi dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Quels sont les montants que vous pouvez percevoir dans ce cadre-là? Alors, le premier, le montant, voilà, le plus important, généralement, c'est l'indemnité de licenciement. C'est une indemnité classique, hein. Elle n'est pas doublée comme dans le cas de l'inaptitude d'origine professionnelle. Donc, l'employé calcule votre indemnité en fonction de la formule légale ou en fonction de la formule conventionnelle et vous allez percevoir derrière votre indemnité. Mais vérifiez toujours les montants parce que je vous l'ai dit, très souvent les employeurs essaient de minorer le plus possible les montants qu'ils doivent vous verser. Donc vous vérifiez effectivement si c'est les bons montants qui sont versés et si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander une réclamation auprès de votre employeur après la rupture de votre contrat de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours vérifier. Et aussi, il faut vérifier si vous avez perçu vos indemnités compensatrices de congés payés. C'est valable aussi dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. C'est un montant qu'il faut vérifier que vous avez perçu effectivement dans votre solde de tout compte, mais à condition effectivement que vous ayez cumulé les congés payés et que vous ne les ayez pas pris voilà, dans le cadre de votre activité professionnelle. Dans ce cas, l'employeur doit vous verser une indemnité compensatrice de congés payés. Voilà. Donc ça, ce sont les indemnités auxquelles vous avez droit. Et voilà les amis, les étapes importantes que je voulais partager avec vous aujourd'hui et sur la procédure de licenciement pour inaptitude. Alors, il y a une dernière étape qui est très importante. La dernière étape, effectivement, c'est la contestation de votre licenciement. Je sais que très souvent, vous n'êtes pas satisfait voilà, par le licenciement pour inaptitude parce que l'employeur, par exemple, n'a pas respecté un certain nombre d'obligations dans le cadre de cette procédure. Par exemple, il ne consulte pas le CSE. Ça, c'est un motif voilà, qui peut rendre irrégulier ou sans cause réelle et sérieux hein, le licenciement pour inaptitude d'un salarié. Donc, si vous n'êtes pas satisfait par la procédure, n'est-ce pas, qui a été menée par votre employeur du début à la fin, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme voilà, pour faire valoir vos droits. C'est une juridiction qui est ouverte pour les salariés ainsi que pour les employeurs et qui tranche les litiges entre ces deux parties. Donc, si vous estimez que la procédure n'a pas été respectée, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme sur un certain nombre voilà, de revendications que vous avez à faire vis-à-vis de votre employeur. Même aussi dès le départ, si l'avis d'inaptitude n'est-ce pas, ne vous convient pas, vous pouvez saisir, dès que l'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail, vous pouvez saisir par la procédure en accéléré au fond. C'est une procédure spéciale, une procédure d'urgence qui a été prévue par le Code du travail et qui vous permet comme ça de saisir le conseil de prud'homme et le conseil a un délai de 15 jours pour trancher le litige. Voilà. Mais vous devez saisir le conseil de prud'homme sur des éléments uniquement de nature médicale lorsque vous estimez que votre avis d'inaptitude n'est pas justifié. Voilà. J'espère que c'est clair pour les amis. Nous avons développé un certain nombre de points importants. Moi, je vous invite donc à voilà, prendre connaissance de cette vidéo, à la partager et surtout à commenter et à laisser voilà, en commentaire les thèmes sur lesquels vous aimeriez que l'on revienne dans le cadre de nos prochaines vidéos. Et je vous souhaite de passer une très belle journée et surtout à vous abonner massivement à notre page parce que nous avons besoin de votre force pour continuer à produire, n'est-ce pas, les contenus que nous faisons ici sur le droit du travail. Et l'objectif, vous le savez, hein, est toujours de vous édifier sur vos droits et obligations en tant que salarié. Alors, je vous souhaite de passer une très belle journée. On est ensemble.